La parole à la salle, 15 minutes. Claire, s'il vous plaît. Pendant qu'on donne la parole, j'aimerais qu'on applaudisse une élue. Vous savez que la République se repose sur les élus, ceux qui sont sur le terrain. J'aimerais qu'on applaudisse Mme Mireille, qui est là aujourd'hui. Naturel et l'éthique. Elle a créé un événement exceptionnel, Miss Ethno. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Et toujours nos invités d'honneur, Madame Bonaga Amélie, que j'aimerais qu'on l'applaudisse. Monsieur Lo, qui est toujours là, fidèle au poste. On va donner la parole à la salle. Question très très courte. Vous dites à la personne à qui est adressée la question et on va continuer. Vous vous présentez et vous posez vos questions. Merci. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci pour cette conférence très inspirante. Je m'appelle Christelle Macorda, je suis dirigeante et fondatrice du cabinet de conseil ICN Legal Consulting, qui est aussi un organisme de formation pour les jeunes, pour les hommes, pour les femmes. Et donc, moi je suis juriste de formation et j'enseigne également le droit et le leadership. Donc, tout à l'heure on parlait de leadership, je donne des masterclass, des conférences sur le leadership, notamment auprès des femmes. Et ma question, en fait, elle porte sur l'accès justement au savoir, l'accès à l'éducation, parce qu'on évoque effectivement cette disparité de salaire, de rémunération, de poste et de rôle de direction pour les femmes. Mais qu'en est-il de cet accès premier, initial à l'information, au savoir pour les jeunes filles notamment? Dans certains pays, on sait que l'éducation n'est pas en accès libre pour les femmes, pour les jeunes filles. Et donc, quelle solution, en tout cas, quelle préconisation vous pouvez effectivement avancer ici pour donner beaucoup plus de pouvoir à cet accès à l'éducation et à ce savoir, notamment pour les jeunes filles, pour qu'elles puissent justement accéder à des postes de pouvoir? Très bonne question. Qui veut répondre? Votre question est effectivement très intéressante. Moi, je distinguerais de toute façon terriblement certains territoires où il n'y a pas toujours de scolarisation tout court. C'est le cas en Afrique, dans de nombreux pays. L'accès à l'école est un vrai sujet. Et un sujet encore plus récurrent parce que depuis le respect des objectifs du millénaire et de l'éducation pour les filles qui a été terriblement renforcée, différents pays ont mené des politiques stratégiques importantes, mais c'est surtout au niveau du collège qu'il y a un décrochage total. Beaucoup de petites filles retournent à la maison parce qu'on considère qu'elles sont plus utiles dans différentes tâches. Donc le travail mené par l'UNESCO, qui est l'entité mondiale qui travaille sur les politiques d'éducation, c'est vraiment d'avoir renforcé auprès de tous les États la volonté de maintenir à l'école au maximum les petites filles durant le primaire, mais surtout d'éviter le décrochage scolaire, qui est la période où, même si on peut commencer plus tôt, la période où on va pouvoir éveiller à l'intérêt des sciences et des techniques. Mais je dirais que dans certains programmes que je mets en place, on remarque que même dans des lieux alternatifs d'éducation, qui sont des lieux intéressants en dehors du système académique, pour sensibiliser et pour promouvoir certaines formes d'éducation, à travers un Babylab, je connais un jeune ingénieur ivoirien, qui est maintenant mondialement connu, qui a développé des techniques d'éducation pour les tout jeunes enfants, au numérique et au codage et à un ensemble de techniques. Et c'est juste impressionnant. Ce qui veut dire que travailler avec les politiques nationales, c'est indispensable, pour un schéma global de réflexion et une politique stratégique, mais développer ça par exemple d'initiatives associatives pilotées par certains ministères
pour développer des lieux alternatifs d'éducation et dans des matières nouvelles qui ne sont pas enseignées encore, parce que pour vous rester très académique et pour pas assez foutu, ou il faut considérer qu'il faut rentrer dès le plus jeune âge, et particulièrement auprès justement des petites filles, dont les classes, mais dans beaucoup de pays, la mixité n'existe pas à l'école. C'est hyper important. Vous avez raison, la clé de l'évolution des esprits et des possibilités d'occuper des postes masculins, féminins, qu'on soit filles ou garçons, ça se fait par l'éducation. Et donc l'éducation de base, comme on l'appelle, depuis le plus jeune âge est fondamentale. Et aujourd'hui, les lieux alternatifs d'éducation sur des sujets spécifiquement techniques, ça se met en place dans beaucoup d'endroits, peut-être plus d'ailleurs en Afrique qu'ici, très jeune. Moi, j'ai observé différentes situations dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest qui sont fantastiques. Et donc voilà, la clé c'est vraiment l'éducation, mais pas n'importe quelle éducation. Merci. Est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse? Très satisfaite. Merci. Bonjour. Merci pour la présentation et l'invitation également. Merci pour cette conférence. Je me nomme Maïs Lo, je suis expert financier, consultant international en finance de marché et maintenant adopté au GIFA. Je suis très honoré d'être là. J'ai deux questions. La première, c'est pour les femmes politiques, parce que au Sénégal, on a réussi quelque chose quand même, c'est la parité, déposer la parité au niveau de l'Assemblée nationale. Que les listes doivent être paritaires. Il y a toujours des manquements au niveau du bureau de l'Assemblée, parce qu'il y a 8 vice-présidents. Il y en a que 7. Il y a 7 qui sont des hommes et une seule femme. Donc au niveau du bureau, ça pose problème. Est-ce que c'est possible au niveau européen et dans d'autres pays africains de faire le lobbying nécessaire pour que la parité puisse être imposée comme discrimination positive au niveau de ces instances de décision? Je pense que ceci permettrait de régler cela. Donc ça, c'est ma question pour les élus. Et la deuxième, c'est pour les femmes ingénieures. Et là, je plaide la cause de ma femme qui est ingénieure nucléaire. Et quand je dis ingénieur nucléaire, les gens ont les yeux scintillés quand c'est une femme. Est-ce que, au niveau, comment est-ce qu'on peut faire pour adhérer à votre association femmes ingénieurs? Première question. Et deuxième question, comment vous mettez en lumière les femmes pour pouvoir donner de l'espoir? Parce que le mentorat est important pour discuter de l'agriculteur. On a besoin de références, on a besoin de lumière pour savoir où est-ce qu'on va aller. Et c'est une idée de question. J'ai dit. Merci. Merci. Je pense qu'effectivement, le problème, on n'arrivera à avoir la parité que si on arrive à l'imposer à un moment et effectivement à avoir des quotas. Alors, souvent les femmes disent oui, les quotas, on a l'impression qu'on va être désigné parce qu'on est des femmes. Et j'étais l'autre jour à une conférence à la Cour des comptes et la présidente de l'association de fonctionnaires disait en fait, les quotas, on en sort, 100% d'hommes, c'est un quota. C'est visible, hein? Donc on demande juste à baisser le quota, c'est tout, c'est juste on fait moins égaliser. Et en plus, nous, on est hyper sympa, parce que notre quota, il s'arrête à 50%, c'est-à-dire qu'on leur laisse la moitié des places. C'est ça super sympa. Nous, on partage, on est effectivement pour la parité. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pas de se dire qu'on fait passer de 0 à 50% les femmes, c'est qu'on fait passer les hommes de 100% à 50%. Parce que c'était un quota, et parce qu'on demande juste une évolution du quota vers la parité. Ça n'est que ça. Et donc, une fois qu'on regarde de cette façon-là, c'est effectivement plus facile à les présenter. Mais la France n'est pas forcément un bon exemple dans le domaine, même si on progresse et que ça fait beaucoup de bien de progresser. Je vais vous donner un exemple. Vous allez me dire si vous avez ressenti la même chose si vous étiez effectivement élu. On a mis la parité dans les conseils départementaux. Oula. Alors, ça a eu un effet que je trouvais dommage et ça a beaucoup agrandi le canton, parce que ça c'est un petit peu dommage. Par contre, on a eu la parité. Et alors, moi, dans mon département rural, qu'est-ce que ça a fait comme bien? Vous n'imaginez pas. Parce que, évidemment, les femmes qui avaient été choisies étaient plutôt très compétentes. Tandis qu'un certain nombre d'hommes sortants se représentaient et n'avaient pas du tout cette culture de l'efficacité, du travail, que les femmes ont. Oui, la compétence des femmes, c'est différent des hommes. Il faut qu'on bosse. On ne va pas y arriver simplement parce que
Parce qu'on est belle. Voilà, non, mais il faut vraiment bosser. Et donc, les femmes qui étaient là C'est vrai. ont interrogé quasiment toutes les politiques publiques et n'ont pas laissé les administrations faire pendant que les hommes et tous se réunissaient. Et donc, elles ont posé plein de questions. Ça a permis à tout le monde de s'interroger et de redéfinir les politiques publiques du département. Et ça a fait un bien fou. Et personne aujourd'hui conteste là-dessus. Au Sénat, on a imposé des choses à partir de 2 sénateurs. Au-delà de 2 sénateurs, donc il y a des départements à 1 et 2 sénateurs, bah, c'est toujours le scrutin uninominal. Et à partir de 3 sénateurs, on est en 2010, donc on peut aller jusqu'à 14 sénateurs. Le département avec le plus de sénateurs, c'est 14. Là, c'est en scrutin de liste. Alors, les hommes sortants, il y avait des départements à 3, par exemple, c'était 3 hommes sortants. Donc, ils se sont dit, non, pas de problème, grâce à la conventionnelle, on va être chacun tête de liste, et puis on va être chacun élu, on va revenir à 3. Ben non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y en a un qui a été élu avec sa numéro 2, parce que c'était toujours un homme tête de liste, une femme numéro 2, et un qui a été élu et un qui a perdu. Et donc, il y a une femme qui est rentrée. Et étonnamment, c'est vraiment comme ça que les gens ont voté. Et puis, c'est allé plus loin, puisque la deuxième élection où il y avait ce système-là, il y a des femmes qui est rentrée au numéro 2, Oui. qui avaient vraiment bossé, et pas toujours la tête de liste, et du coup, elles ont revendiqué la tête de liste, en disant désolé, mais enfin. Ben oui. J'étais un peu plus Entre les 4 numéros du carrosse. Je suis un peu plus reconnue aujourd'hui par les élus, et elle a raison, je suis numéro 2. Et donc, on a eu des interventions comme ça avec des femmes qui sont devenues tête de liste. Et aujourd'hui, à chaque élection, on a un peu plus de femmes qui rentrent, parce qu'on a un peu plus de femmes tête de liste, et donc s'il y en a qu'un qui passe, ben, c'est libre. Et on va plus loin, puisque même dans les scrutins où on est uninominal, c'est-à-dire chacun pour soi, on pourrait se dire que là, ces scrutins-là, on va avoir que les hommes, et bien ça n'est pas le cas, on a souvent un homme et une femme, voire dans le département de l'eau, ils ont 2 femmes. Parce que les élus se sont rendus compte qu'en fait, une femme sénatrice, c'était plutôt une bonne chose, elle était plutôt travailleuse, elle les représentait, elle rendait compte, alors aussi, on communique plus, on communique mieux. Et donc, du coup, ils savent ce qu'on fait. Et effectivement, ça a un vrai résultat dans les urnes derrière. Donc, oui, effectivement, ça fait beaucoup de bien à la politique d'aller à La parité, la politique de la parité est très importante pour rééquilibrer les choses. Et ça a toujours été mon combat, ça a toujours été mon leitmotiv. Nous sommes actuellement au Sénat. Nicolas Mille en ce moment, j'étais membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle en France. On a beaucoup travaillé sur un ensemble de ces sujets. C'est dommage, mais sans les instruments normatifs, sans la loi, rien ne changera. Et que vraiment, pour bousculer ces messieurs dans leur situation installée, s'il n'y a pas la loi et l'obligation, jamais ils ne laisseront leur place à une femme. Ah oui, ça c'est vrai.